pages, présenté par Édouard Chano. Que s'est-il vraiment passé en Ukraine depuis 2013 ? C'est une question brûlante, d'autant plus alors que le pays se rapproche en ce moment de l'OTAN. La situation dans le pays est peu traitée par les médias et surtout peut-être maltraitée. Alors si vous le voulez bien, chers auditeurs, faisons un petit retour sur les événements de l'hiver 2013-2014. Viktor Yanukovych, le président, avait annoncé son refus de signer l'accord d'association entre l'Ukraine et l'UE une semaine avant la signature prévue pour le 29 novembre 2013. Son pays s'était vu refuser un prêt de 20 milliards par l'Union européenne, mais à l'Est, la Russie avait annoncé la levée des barrières douanières, la baisse du prix de son gaz et un prêt de 15 milliards de dollars. Le revirement de Viktor Yanukovych a donc fait éclater le Maïdan et le président dut fuir le pays dans la nuit du 21 février 2014. Et depuis, l'Ukraine est toujours dans une situation économique catastrophique. Mais ces dates et ces événements, nous les connaissons, mais est-ce vraiment suffisant ? Alors pour aller au fond des choses, nous recevons ici en studio l'essayiste Lucien Cerise. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci de votre présence ici. Vous avez donc publié l'essai Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN, aux éditions Retour aux sources. Et avec vous, nous allons pouvoir approfondir la réalité de cette guerre hybride, approfondir la notion même. Pour vous, l'Euromaïdan est un cas d'école, je vous cite, un phénomène international, produit de la transitologie. Qu'est-ce donc pour nos auditeurs, Lucien Cerise ? Alors la transitologie, c'est la discipline qui étudie, qui modélise les techniques de transition de régime. En anglais, regime change, ou changement de régime, tout simplement. Donc c'est un domaine, une branche d'études qui est assez développée dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, et qui avance un peu masqué en quelque sorte, c'est-à-dire toujours au prétexte d'étudier les moyens d'apporter la démocratie, d'exporter la démocratie au monde entier. Et exporter la démocratie, ça se fait parfois par les bombes. Et en fait, la transitologie consiste en fait à examiner comment exporter la démocratie au monde entier par les bombes s'il le faut, et à maquiller ensuite ces opérations de colonialisme, tout simplement, et d'impérialisme en révolution spontanée, par exemple, comme ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore même en Ukraine, puisque les conséquences se font encore sentir, un peu comme des répliques sismiques, puisque la guerre, là pour le coup, est déclarée contre le Donbass, par exemple. Kiev a déclaré une guerre civile et bombarde quasiment quotidiennement les populations civiles. À peu près 10 000 victimes, en effet, jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y avait pas que des bombes en Ukraine. Dans votre ouvrage, d'ailleurs, vous approfondissez les méthodes d'ingérence étrangère tirées des sciences sociales. Pour vous, je vous cite encore, tout peut servir de cheval de Troie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les bombes, elles peuvent être conventionnelles, c'est-à-dire des bombes, des missiles, etc. Ça peut être aussi des bombes informationnelles. Ça peut être aussi des bombes mentales. Et ça peut être il y a tout un arsenal de la guerre hybride qui va du plus matériel au plus immatériel, c'est-à-dire aussi donc aux représentations et à la guerre culturelle, la guerre informationnelle. Et c'est pour ça qu'on parle de guerre hybride, parce que finalement toute l'existence est mobilisée pour cette guerre. Nous n'avons pas seulement affaire à des soldats sur un champ de bataille, les civils sont mobilisés à part entière. Et le champ de bataille, c'est aussi l'esprit des civils, c'est-à-dire le champ cognitif, et d'où la guerre qui fait rage sur Internet. Par exemple, suite à un entretien sur un autre média, donc là, je réponds, et en fait, il y a une petite guerre en quelque sorte sur YouTube sous la vidéo de mon entretien. Et avec des gens qui effectivement contestent ce que je dis pendant l'entretien, mais qui n'ont pas lu le livre, évidemment. Donc je leur dis lisez le livre d'abord, puis ensuite vous pourrez m'en parler. Mais les forums internet font partie du champ de bataille aussi. Et là la guerre elle se mène effectivement avec des mots essentiellement. Moi je pense qu'il faut la mener aussi alors avec des mots et avec des sources. Parce que là ça permet de
de tout simplement de dire de renvoyer l'opposant à rien, quoi, en fait, puisque s'il n'oppose que son opinion personnelle et que vous opposez des sources objectives, vous gagnez, quoi, sauf à supposer que l'opposant entre dans la mauvaise foi et le virtualisme, c'est-à-dire en fait la négation immédiate des faits, et qui se répand de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un angle d'attaque de cette guerre hybride, c'est la négation immédiate des faits, qui induit forcément des phénomènes de dissonance cognitive, des phénomènes de schizophrénie ou de double pensée, dans le vocabulaire de George Orwell, où on est obligé de nier ce qu'on a sous les yeux. Bon, ça c'est tout aujourd'hui le département d'État américain qui en est là, et puis aussi toute la propagande anti-russe qui se diffuse, et où on a affaire à effectivement des discours qui sont tout simplement qui relèvent de l'aberration intellectuelle. Est-ce pour vous nouveau cette guerre hybride ? Y a-t-il eu un basculement en fait dans le concept de guerre ? C'est oui et non, parce que en fait cette guerre hybride est contenue potentiellement dans toutes les formes de guerre depuis toujours. De toute façon, le terrain psychologique dans une guerre, y compris sous l'Antiquité, était déjà essentiel. Un esprit sain dans un corps sain, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les Grecs savaient qu'à la guerre, il fallait effectivement un corps sain, mais aussi un esprit sain. C'est-à-dire que le champ psychologique est de toute façon connu comme un des volets de la guerre en général, y compris conventionnel. On pense aussi à Sun Tzu, l'art de la guerre, tout ce qui est stratagème, tout ce qui est jeu sur la perception. Donc là, c'est pas strictement psychologique, c'est cognitif. La perception n'induit pas forcément d'émotions particulières. Quand je dis psychologique, j'entends émotionnel, évidemment. Mais on peut, chez Sun Tzu, dans l'art de la guerre, il s'agit de gagner la guerre sans se battre, c'est-à-dire en parvenant à convaincre l'ennemi qu'il a déjà perdu, avant même que les hostilités commencent réellement. Donc on voit bien que le champ du cognitif, du mental, le champ des représentations qui sont virtuelles par rapport à la réalité matérielle, on voit bien que tout ce domaine-là est essentiel et est travaillé par les stratèges chinois depuis maintenant 2500 ans. Alors vous étudiez dans votre ouvrage les grandes doctrines de l'hégémonie américaine pour en arriver en fait à Kiev. À quelle source puisez-vous ces grandes doctrines ? Cette hégémonie est-elle une stratégie parfaitement pensée ? Et comment s'est-elle appliquée au cas ukrainien ? Oui, alors c'est une hégémonie qui est pensée depuis au moins le début des années 90. Donc je suis allé chercher les sources, les textes. Ils sont longuement cités dans votre ouvrage. Oui, voilà, oui. Pour effectivement, en quelque sorte, en finir avec certains débats, de savoir est-ce que les États-Unis cherchent vraiment l'hégémonie ? Oui, voilà la preuve. Voilà. Ensuite, question suivante. Et donc, effectivement, c'est pensé explicitement depuis au moins les années 1992, avec le projet de budget militaire signé après la par chute du mur, donc. Oui, voilà, oui. En réalité, c'était déjà là avant. C'est-à-dire que les deux blocs, capitalistes et communistes, quelque part, avaient institué un partage du monde, mais qui n'avait pas mis fin à l'impérialisme américain, évidemment. Même d'ailleurs, c'est pendant cette période-là que le terme a été le plus usité, d'impérialisme américain pendant toutes les guerres comme la guerre du Vietnam ou d'autres. Donc le retrait, l'apparent retrait en quelque sorte de la Russie du terrain international par la déconstruction du bloc communiste, effectivement, a laissé libre cours à l'imaginaire colonial des États-Unis, des Américains, des néoconservateurs notamment. Wolfowitz est connu pour être un néoconservateur. Et donc il y a un certain nombre de textes qui sont apparus et puis donc en quelque sorte en fait un projet effectivement d'hégémonie mondiale connue sous le nom de domination tous azimuts. C'est le terme en anglais c'est il y a un terme en fait précisément là dans le dictionnaire militaire publié à intervalles réguliers avec une nouvelle mouture, c'est le principe de domination tous azimuts. Full spectrum.
Voilà, full spectrum hégémonie. Enfin, je le sais parce que c'est dans votre livre. Mais... Oui, voilà, ouais, non, mais en fait, bon, j'avais oublié le terme anglais, quoi. Full spectrum, c'est-à-dire, en fait, tous azimuts, c'est bon, la meilleure traduction qu'on puisse trouver, ou sur un spectre complet, hein, donc tous les domaines de l'existence doivent être effectivement sous contrôle atlantiste, pour aller vite. Bon, la création de l'OTAN, finalement, qui est présentée comme quelque chose de défensif, on voit bien aujourd'hui qu'en réalité, elle avait un but offensif dès le début, puisque justement, juste après la chute du mur et la fin du communisme, l'OTAN n'a pas cessé d'exister pour autant, dévoilant son véritable rôle. Qui est effectivement de servir certains impératifs, certains projets donc de domination en full spectrum. Nous voyons aujourd'hui effectivement le projet qui se perpétue. Le week-end dernier, donc le président d'Ukraine, Poroshenko, a rencontré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et les deux se sont félicités que les relations de l'Ukraine et de l'OTAN étaient au beau fixe et que d'ici 2020, on pouvait envisager une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Avec évidemment des arrière-pensées qui sont assez évidentes. L'idée, c'est pas simplement de protéger l'Ukraine contre quoi, on se demande. A priori, le coup d'État de 2014 n'est pas une opération russe. Donc, de la même manière, c'est... Pourquoi avancez-vous cela ? Parce que bon, les critiques avancent justement que c'est un coup d'État russe. Quelles sont les preuves que vous avancez pour les contredire ? Ça, je l'ai pas encore vu, en fait. Je veux dire, c'est le fait que l'Euromaïdan serait une opération russe. En général, c'est plutôt au contraire. Justement, en fait, les protagonistes, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, en général, disent que justement c'est une révolution contre l'hégémonie russe sur l'Ukraine. Donc bon, il se peut qu'un nouvel argumentaire émerge, en fait, pour continuer à diaboliser la Russie sur tous les tableaux. C'est après avoir accusé la Russie d'être opposée à l'Euromaïdan, on l'accusera d'avoir provoqué l'Euromaïdan. C'est possible, puisque effectivement le réel n'a plus d'importance. Donc la fabrique d'argumentaire de la CIA, etc., ou d'autres officines d'influence est totalement plastique. Donc on est dans le virtuel complet, donc on peut un jour accuser la Russie d'avoir fait quelque chose, le lendemain l'accuser d'avoir fait le contraire, c'est pas grave. C'est la seule chose qui compte. On a accusé la Russie d'être derrière les milices néo-nazis, en l'occurrence. Alors alors il faudrait leur demander à ces milices néo-nazis si elles pensent vraiment que la Russie est derrière elles. Ce serait, là c'est effectivement. Alors on a vu ça, c'était un article de Benoît Wittkin, si je me souviens bien, dans Le Monde. Enfin, il y en a peut-être eu d'autres aussi. Effectivement, donc là, on voit bien que le réel n'a plus d'importance, puisque il y a un jour, les néo-nazis luttent pour la liberté de l'Ukraine contre la Russie. Le lendemain, ils sont les marionnettes de la Russie. Donc on est dans le n'importe quoi. Mais c'est ça aujourd'hui la propagande de guerre. Elle n'a plus la cohérence qu'elle pouvait avoir à une certaine époque, avec effectivement malgré tout une certaine cohérence sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. C'est en ce sens que la guerre hybride contemporaine est peut-être un peu différente de ce qu'on avait avant. Avant, le méchant, ou du moins les griefs, étaient durables. Ils ne changeaient pas d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, les griefs, ce que l'on reproche à la Russie, ça peut changer d'un jour à l'autre. Et ça peut être parfaitement contradictoire d'un jour à l'autre, voire même dans la même journée. Donc on est vraiment dans cette dissonance cognitive permanente où il faut accepter une chose et son contraire, quasiment simultanément. C'est une chose et son contraire en même temps, comme dirait Macron. Donc ça, je crois que c'est vraiment la spécificité de la propagande de guerre aujourd'hui, c'est de pousser la double pensée, la dissonance cognitive à son niveau le plus extrême. Il faut accepter tout et son contraire en même temps, du moment que ça diabolise la Russie. Voilà, ça c'est en fait la seule solution de continuité. Et une fois que l'esprit est suffisamment plastique pour accepter tout et son contraire en même temps, du moment que ça diabolise la Russie, là, on comprend le mode de fonctionnement psychologique des pro-Maïdan, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, puisqu'il y a les deux. Et donc là, on comprend en fait le nouveau profil cognitif que les officines d'influence atlantistes essayent d'imposer, c'est-à-dire un esprit totalement plastique qui accepte tout et son contraire en même temps, et avec malgré tout
une cible, toujours la même, toujours, répétée, toujours, et qui doit en quelque sorte devenir en quelque sorte le bouc émissaire de tout ce qui va pas, de tout notre ressentiment. Alors, essayons quand même d'être un peu sport, bon joueur. D'un autre côté, quand même, le gouvernement ukrainien, enfin le premier gouvernement ukrainien, les anti-Maïdan étaient-ils blancs comme neige, Lucien Cerise? Vous voulez dire avant l'Euromaïdan, hein? Alors, on nous ressort toujours l'argument de la corruption. Mais la corruption, il y en a partout. Sachant que la corruption aujourd'hui, je pense qu'elle est bien pire post-Maïdan qu'avant. Enfin, en tout cas, ça n'a rien changé. On a vu notamment un oligarque, Igor Kolomoïski, détourner carrément 1 milliard d'euros du FMI. Sur ses comptes, en Chypre à Chypre ou je ne sais où. Ensuite sa banque a été nationalisée. Alors c'est peut-être des représailles, mais en fait ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le niveau de corruption est tel que il disloque même les alliances mafieuses. Qui malgré tout pouvaient rester encore stables avant l'Euromaïdan. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, pour moi, c'est la qualité de vie du peuple. Des mafias, de la mafia, des arrangements entre oligarques, etc. Il y en a toujours partout. Maintenant, est-ce qu'ils garantissent, est-ce que ces arrangements mafieux entre oligarques garantissent une relative stabilité de vie, une qualité de vie minimum pour le peuple? Avant l'Euromaïdan, tous les avis convergent pour dire que oui, le niveau de vie était quand même supérieur, en tout cas moins chaotique que ce qui se passe depuis 2014, sachant qu'en plus il y a carrément une guerre civile dans l'est du pays. Donc là, on observe effectivement des phénomènes de dislocation complète, y compris des réseaux mafieux. On a vu aussi Saakashvili, par exemple, être intégré dans le gouvernement, puis exclu au bout d'1 an. En fait, il y a une accélération du chaos. C'est d'ailleurs Saakashvili, l'ancien président géorgien. Qui est aussi un grand professionnel des révolutions colorées dans son pays d'origine, et aussi donc en Ukraine, qui est quelqu'un, qui est un complice, évidemment, de tous les organisateurs de révolutions colorées. Et qui donc s'est retrouvé gouverneur de la région d'Odessa, pas par hasard, parce que c'est un homme de confiance. Mais aujourd'hui, même les hommes de confiance se tirent, même les hommes de confiance et les oligarques se tirent dans les pattes les uns des autres. C'est-à-dire que et donc ensuite, par un peu effet de perfusion dans la population, ça induit effectivement des phénomènes de déconstruction et d'instabilité pour le peuple. Le problème, c'est pas finalement en quelque sorte l'honnêteté du pouvoir. Le pouvoir est toujours dans le compromis, la compromission, voire les arrangements mafieux ou semi-mafieux. Le vrai problème, c'est est-ce que ces oligarques garantissent au peuple des conditions de vie minimum, de décence minimum. Alors vous soulignez dans votre essai un peu les contradictions de la révolution ukrainienne. Vous parliez à l'instant de dissonance cognitive. C'est un peu cela dans l'ensemble de la situation. L'Ukraine, c'est un pays d'Europe de l'Est, instinctivement nationaliste et conservateur, et qui se voit d'un autre côté contraint d'accepter les droits favorables aux LGBT par l'Union européenne, ou encore le financement par des milliardaires juifs de mouvements néo-nazis. Vous décrivez ce genre de contradiction dans votre essai. Oui, parce que ça saute aux yeux. Et on a l'impression qu'effectivement, donc toutes les contradictions européistes, atlantistes, sionistes, puisque Igor Kolomoïski est un grand partisan d'Israël et donc finance à coups de millions les réseaux sionistes ukrainiens. Et en même temps, sponsorise effectivement Pravi Sector ou des groupes comme ça, des ligues paramilitaires qui elles se revendiquent plutôt de Stepan Bandera, qui donc et puis donc de tous ses associés, Chourevitch et compagnie, qui étaient des supplétifs des supplétifs ukrainiens du Troisième Reich. Donc là, c'est un peu le grand écart. Normalement, tout ça est incompatible. Est-ce cela le chaos contrôlé que vous évoquez, l'expression de chaos contrôlé que vous évoquez dans votre essai?
Oui, en fait, ça en fait partie. C'est-à-dire que on est au maximum de toutes les contradictions possibles en Ukraine. Mais c'est ça qui est fascinant. C'est en ce sens qu'on peut parler d'un cas d'école. C'est-à-dire que toutes les contradictions du capitalisme deviennent visibles. Puisque l'Ukraine n'a plus rien de communiste depuis un certain temps. Donc là, on voit effectivement qu'en fait, les oligarques juifs peuvent travailler sans problème, la main dans la main, avec des néo-nazis. Mais c'était déjà le cas dans les années 30 en fait. Enfin, je veux dire, il y a un certain Max Warburg de la dynastie Warburg qui était au conseil d'administration de la Banque du Reich et qui fait partie donc d'une famille bien connue, dont son frère Paul Warburg est un des fondateurs de la Fed, la banque privée centrale des États-Unis, et qui sont de religion juive. Donc en fait, tous ces grands écarts, toutes ces incompatibilités structurelles, parce que ça, c'est là le côté un peu juif et nazi. C'est vraiment ce qui saute aux yeux. Enfin, je veux dire, en France, on nous bassine tellement avec ça. Là, on voit bien qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition fondamentale. Sur ces questions-là. Et ça devient parfaitement visible dans certains contextes qui rendent où les masques tombent, en quelque sorte. Donc toutes les contradictions du capitalisme deviennent visibles en Ukraine aujourd'hui, notamment aussi donc la convergence, par exemple, de l'extrême gauche et de l'extrême droite contre la Russie, parce que en fait le pouvoir en Occident travaille en passant par les contradictions pour toujours arriver sur une cible unique, malgré tout, qui est non seulement la Russie, mais en réalité la conquête du continent eurasiatique, qui est en fait le stade final, la dernière station en quelque sorte du train de la mondialisation, comme on le sait depuis le 19e siècle. C'était les pères fondateurs de la géopolitique l'ont dit. La géopolitique, c'est quoi ? C'est un rapport de force. C'est les intérêts capitalistes anglo-saxons qui font leur Drang nach Osten, en quelque sorte, c'est-à-dire qui essayent d'envahir tout le continent eurasiatique, donc évidemment la Russie, qui est un sixième des terres émergées. Et pour parvenir à conquérir tout le continent eurasiatique, puisque qui contrôle, d'après Alfred Mackinder, qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle la Russie, qui contrôle la Russie contrôle l'île monde, et qui contrôle le monde contrôle le monde. Donc pour parvenir à envahir, à prendre le contrôle de tout le continent eurasiatique, il faut ces intérêts capitalistes anglo-saxons passent partout, par tous les moyens possibles et imaginables. Et ils recrutent donc des supplétifs de l'extrême gauche à l'extrême droite, parce que tout simplement, ils prennent ce qu'il y a sous la main. C'est-à-dire qu'en fait, les fauteurs de guerre anti-russes, etc., ou anti-iraniens, tous les fauteurs de guerre dont le but est de conquérir le continent eurasiatique recrutent dans tous les milieux. Parce qu'ils ont une perspective tactique, et que tout est bon dans le cochon. L'essentiel, c'est que vous ayez envie de vous battre, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez capable de vous battre, et que vous ayez envie d'attaquer Moscou ou Téhéran ou la Corée du Nord. Peu importe. L'essentiel, c'est pas vos idées. L'essentiel, c'est votre envie d'en découdre, votre envie de vous battre contre les ennemis désignés par Bruxelles, par Washington, etc. Alors vous soulignez les multiples aspects révolutionnaires de la situation ukrainienne. Or, la dynamique révolutionnaire, historiquement, révèle toujours des imprévus, n'est-ce pas ? Souvent, la révolution échappe à ses instigateurs. Diriez-vous cela des instigateurs de la révolution ukrainienne ? Diriez-vous cela de l'OTAN dans votre ouvrage ? Non, justement, en fait, tout se passe bien pour l'instant. Il y a juste un problème, c'est que fondamentalement, pour intégrer un pays, l'OTAN, c'est-à-dire que pour que la candidature d'un pays soit recevable à l'intégration dans l'OTAN, ce pays doit être en paix à l'intérieur de ses frontières et avec ses voisins. Aujourd'hui, c'est pas le cas de l'Ukraine, puisqu'il y a une guerre civile. Donc là, récemment, il y a une nouvelle stratégie rhétorique qui a été inventée par Kiev pour justement essayer de modifier cette perception et en fait nier le fait qu'il y ait une guerre civile en Ukraine. Tout ça pour, en quelque sorte, mettre au point un artifice juridique qui permettrait probablement, dans les années à venir, d'intégrer l'OTAN en respectant la charte de l'OTAN, à savoir que le pays qui pose sa candidature doit être en paix à l'intérieur de ses frontières. Donc ça, c'est le seul problème aujourd'hui. C'est comment masquer la guerre civile
dans l'est du pays. Une fois que ce sera fait, une fois que ce sera en quelque sorte accepté par les instances juridiques internationales, par les observateurs internationaux, effectivement, l'Ukraine rentrera dans l'OTAN, tout simplement. Donc il y a comme ça des critères à remplir, dont celui-là qui est le plus problématique. Mais bon, c'est en cours de résorption, et donc dans les années qui viennent, effectivement, l'Ukraine rentrera dans l'OTAN, ce qui était l'objectif, dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Quelle que soit finalement la volonté des autres pays, de toute façon, soit ce sera directement dans l'UE, soit ce sera un statut associé, ce qui est déjà le cas puisque le traité d'association a été signé. Donc bon, là c'est déjà fait. Le régime sans visa est en cours également là depuis un mois ou deux. Donc voilà, fondamentalement tout va bien pour Bruxelles. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'Ukraine est amarrée et en voie d'absorption. C'est l'essentiel. Alors, question conclusive, malheureusement le temps s'écoule. Les élections présidentielles auront lieu en Russie en 2018. Selon vous, Lucien Cerise, la Russie doit-elle craindre, elle aussi, quelque chose ? Oui, bien sûr, oui. Elle peut craindre une révolution colorée, classique, et puis... une révolution colorée qui pourrait dériver sur une guerre hybride. Et de toute façon, les projets existent, les plans existent. Donc maintenant, il faut compter effectivement sur... Qu'y pensez-vous en évoquant ces plans et ces projets ? Tous les agitateurs habituels qui s'expriment. C'est effectivement tous les gens en fait qui essayent d'appliquer le programme prométhéiste, c'est-à-dire en gros le découpage de la Russie en plusieurs morceaux. Et il y a les opposants, là, Navalny ou des gens comme ça. Mais il y a des opposants, il y a beaucoup d'opposants en France aussi. Prokopiev par exemple, Alexis Prokopiev. Et puis tous les gens qui fantasment un peu là sur la journaliste assassinée. Enfin, je sais plus comment qu'elle s'appelait là. Comment ? Polikovskaya ? Oui, voilà, c'est ça, oui. Il y a toute une mouvance comme ça, en fait, pilotée par Bernard-Henri Lévy, notamment, et par le comité Ukraine de Libération, puisque le journal Libération a créé un comité Ukraine avec comme slogan « La révolution du Maïdan continue ». Donc ça aussi, ça met un petit peu la puce à l'oreille quand même sur les intentions de certains acteurs politiques et géopolitiques européens, français là en l'occurrence ou semi-français. Donc il y a le pouvoir, les intérêts capitalistes ne désarment pas. Ils ont de toute façon bien l'intention de conquérir la Russie. D'une manière ou d'une autre, donc soit par une guerre hybride, c'est-à-dire avec aussi des moyens conventionnels, donc des armes lourdes, de l'armement lourd, mais ou éventuellement avec une révolution colorée, c'est-à-dire un coup d'État sans mort en principe, puisque en 2004 la révolution orange n'a pas fait de mort. C'est le seul point positif de la révolution colorée, c'est qu'ils arrivent effectivement, dans certains cas en Géorgie, à minimiser les victimes. C'est déjà ça. Mais bon, ça reste des coups d'État. Faut pas se faire dans le politiquement correct, quoi. Donc on a affaire à effectivement des gens qui ne se cachent pas. Je veux dire, le comité Ukraine de libération ne s'en cache pas. On pense à Galia Ackerman aussi qui en fait partie. Donc il y a tout un tas comme ça d'opposants européens à la Russie qui ont bien l'intention effectivement de semer le chaos en Russie dès que possible. Alors ça peut être pendant les périodes de transition, pendant les élections, parce que il y a une relative fragilité du pouvoir dans ces moments-là. Mais n'importe quelle crise peut servir de prétexte, de tremplin pour lancer des manifestations et si possible effectivement une transition de pouvoir, un changement de pouvoir, un changement de régime plus exactement. Parce que le changement de pouvoir, c'est le principe de la démocratie, c'est de changer à intervalles réguliers. Mais le changement de régime, de l'étranger, évidemment ça c'est de l'ingérence étrangère. Écoutez, n'importe quelle crise peut servir de tremplin pour un changement de régime. Lucien Cerise, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes l'auteur de l'essai Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN, publié aux éditions Retour aux sources. Merci bien. Merci à vous.